Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Eh bien, nous continuons ce 10h midi avec les débats comme tous les jours, avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous êtes ancien agriculteur. Éric Tegner, président de président de Frontières. Donc c'est le nouveau nom de votre magazine qui va. Il y en a un nouveau qui arrive bientôt. Exactement, sur les élections américaines, on était en reportage en ce moment. J'ai une équipe à la frontière mexicaine, donc pour un peu éclairer les lecteurs sur cette élection du 5 novembre. Journaliste évidemment et donc président de Frontières. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Bonjour, Macron et l'ère nouvelle au Parlement. Faut-il installer une proportionnelle? Faut-il un secrétariat d'État à la condition animale? Voilà, ça nous change un peu des sujets qui sont développés partout. C'est Jean-Charles Fonbonne, le président de la SPA, qui l'a évoqué ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et puis encore un mort après un refus d'obtempérer. J'avoue, quand j'ai vu cette information ce matin, je me suis dit qu'il ne fallait pas il fallait peut-être quand même réfléchir à des solutions et évoquer quand même ces morts, ces refus d'obtempérer qui en disent beaucoup sur notre société. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule qui n'ont rien à voir par Jean-Baptiste avec l'actualité brûlante. Arnaud, on va commencer avec vous. C'est inattendu et néanmoins passionnant. Et oui, c'est le 50e anniversaire de Casimir, le monstre qui fait rire. Ouais. C'était une célèbre émission qui avait été montée par Christophe Izard, qui a été un producteur et un créateur de contenu pour les enfants absolument prolifique et incroyable. Ces émissions ont émerveillé la jeunesse pendant toute la fin des années 70 et les années 80. Et ça nous fait penser à cette époque avant que le terme même feel good existe, mais c'est cette télé qui était sympathique, il se passait que des choses sympathiques, le monstre qui faisait rire, c'était des enfants qui étaient heureux, c'était des émissions sympas. Et puis après il y a eu la Jap Animation, là c'est devenu déjà un peu plus tendu en termes de contenu. Et puis après ça s'est un peu encore accéléré dans du contenu qui était plus vraiment destiné aux enfants. En vérité, on l'avait pas bien compris, mais quand on voit les dessins animés qui sont passés bien plus tard, en réalité on a cru que c'était du dessin animé, donc c'était pour les enfants, et en vérité pas du tout. Donc bon anniversaire Casimir et son cousin Hippolyte. Absolument, vous êtes génération Casimir. Oui, tout à fait, c'est amusant parce que j'ai failli prendre ce thème-là comme coup de cœur. Je me suis interrogé, et puis c'est mon rapport au temps qui m'en a empêché, parce que je me suis dit, c'est un coup de cœur ou c'est un coup de gueule contre le temps qui passe si vite. 50 ans déjà pour Casimir. Et en même temps, là où je vous rejoins tout à fait, c'est aussi que c'était la bienveillance Casimir, c'était la bonté, et c'est des vertus dont on manque singulièrement aujourd'hui, un peu partout, dans le débat politique notamment, un peu de bienveillance et un peu de courtoisie et de respect de l'autre. On le voit encore avec la polémique autour de Monsieur Delogu. Tout récemment. Voilà, donc bravo pour ce coup de cœur. Ouais, non, moi je suis à cheval entre la génération Casimir et la génération Club Dorothée, donc j'ai connu les deux là, 77, donc voilà, mais effectivement Casimir, je me souviens très très bien avec Claude Pirard et des émissions effectivement qui étaient relativement bien. Visiteurs du mercredi, tout à fait, et Récré à 2, même avant le Club Dorothée, après on avait commencé Éric Tegner, il est en PLS. Eric qui se dit mais 1971 pour votre serviteur, moi aussi déjà je suis totalement largué. Et deux, c'est très réactionnaire comme matinée. Tout le monde d'un coup, c'était mieux avant, tout était super. Pour le coup, c'était mieux avant en ce qui concerne les programmes d'enfance. Moi, même les premiers dessins animés japonais, moi j'avais bien aimé. Moi je regardais Minifé. Dragon Ball Z, tout ça. Voilà. Candy, absolument. Candy. Eric, allons-y avec vous. Alors moi, c'est un coup de cœur, effectivement, parce que tout le monde a vu un petit peu hier soir sur les réseaux sociaux, effectivement, ce milliardaire qui a pu faire le premier vol spatial. Il est rentré justement dans l'espace sur un vol privé. Donc c'est un milliardaire, Jared Isaacman, qui avec l'aide de SpaceX, effectivement, a fait ce premier vol de touristes à près de 700 km
quand même de la Terre. Donc c'était 8 minutes justement. Il a pu tout simplement un petit peu se baigner, on dirait, dans l'espace. C'est un cosmonaute qui n'est pas du tout un professionnel. On sait que ça augure aussi un avenir encore plus productif pour SpaceX, qui vise justement d'aller sur Mars, pas seulement sur la Lune, mais d'aller sur Mars dans les années à venir. Donc effectivement, c'est quelque chose de positif qui fait rêver et qui peut-être à un moment donné peut laisser augurer que dans quelques siècles, bien on puisse tous avoir des arrière petits-enfants qui iront un petit peu contempler cette belle planète depuis l'espace. Donc avant, ça leur a coûté combien, on le sait ou pas? Très cher, mais je n'ai pas Après, c'est un investissement, c'est-à-dire que pour SpaceX, ça permet aussi de mettre en avant un petit peu leur capacité, leur faculté, c'est de la communication, etc. Et c'est toujours aussi leur concurrence avec la NASA. Ouais, vous auriez aimé les uns et les autres plus que d'aller voir le Titanic dans un sous-marin en fibre. Oui, c'est ça m'a fait penser à ça aussi. Ce n'est pas sans risque. Pascal, vous, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, un coup de projecteur sur un concert auquel je vous invite à aller le plus nombreux possible. Ça sera à l'Olympia le 8 octobre prochain, au bénéfice donc de l'association pour la recherche sur la SLA, l'ARSLA et la maladie de Charcot, donc, et de l'Institut du cerveau. Et donc c'est Olivier Goy, c'est le chef d'entreprise qui est atteint de cette maladie et qui communique énormément et fait beaucoup pour cette cause, qui est aussi président d'ailleurs de l'ARSLA, qui sort un livre qui s'appelle Invincible avec Anne Fulda, coécrit avec Anne Fulda en ce moment, qui est un livre remarquable, qui est à l'initiative donc de ce concert où il y aura beaucoup de vedettes qui se mobilisent de talent pour récolter des fonds. Pour 100% la recherche. des recettes ira évidemment à la recherche. Il y aura Louane, il y aura Patrick Fiori, il y aura Mentissa, Nour, etc. Charlotte Desnaux, plein de talents. Un très beau concert pour une bonne cause, 8 octobre à l'Olympia. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats jusqu'à midi avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous avez été également agriculteur, Éric Tegner, journaliste et président de Frontières, et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Beaucoup de sujets aujourd'hui, encore un mort après un refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut un secrétariat d'État à la condition animale? C'est intéressant que vous soyez là, Jean-Baptiste Moreau, pour évoquer ce sujet. On va parler de la proportionnelle. Je vais vous donner la parole dans un instant. Moi, je voulais saluer la justice de notre pays qui a condamné ces deux femmes qui avaient propagé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était un homme. Elles ont été condamnées. Ce n'est que justice, et l'argent qui est attribué, qui va revenir à Brigitte Macron, je pense qu'elle le reverse à la fondation des pièces jaunes. Mais je pense et j'ai entendu dire qu'elle ne laisserait plus rien passer. C'est-à-dire que c'est une rumeur absolument abominable qui a touché toute sa famille et qui elle-même et ça continue. Hein, oui, donc, moi, je suis très proche de Tiffany Ozière, la fille de Brigitte. Donc, franchement, c'est lamentable et c'est minable quand on voit. Et puis ça circule, ça revient ponctuellement. Et c'est bien que la justice s'en soit saisie, parce que c'est vraiment indigne. C'est elle qui a porté plainte, elle a eu raison de porter plainte. Elle a eu raison, et il faut qu'elle le fasse à chaque fois que ça va revenir sur le tapis, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et donc elles ont été condamnées donc pour diffamation, pour avoir propagé une rumeur selon laquelle Brigitte Macron n'aurait jamais existé, mais que son frère Jean-Michel Trogneux aurait pris son identité. Donc le frère a également porté plainte, puisque Jean-Michel Trogneux existe, qu'il est victime d'attaques incessantes. Donc voilà. Après, le problème, c'est que maintenant, c'est au niveau international que la fake news est très largement alimentée depuis quelques mois, notamment par Candace Owens, qui était une sorte d'ancienne républicaine, mais qui a complètement basculé dans le complotisme depuis en fait aussi le 7 octobre. Et qui effectivement fait des millions de vues sur ce sujet-là. Moi, pour voir, me déplaçant souvent à l'étranger, c'est souvent la première question qui est posée. On m'a dit, vous êtes journaliste, vous dites la vérité, etc. Et pas par des dingues, par des gens de milieu financier, etc. Ils y croient. C'est un truc pour eux, c'est réel, c'est certain, etc. Ça, c'est assez impressionnant. En fait, la rumeur est beaucoup moins importante en France qu'à l'étranger.
Ouais, mais elle existe aussi, et c'est vrai que ça continue. Commentaire sur ça. Oui, non, mais on se souvient que c'est pas la première fois en France qu'on avait essayé de faire ça. Il y avait des gens du showbiz. Alors, et désolé encore de parler d'histoire, mais il y avait Sheila, la chanteuse Sheila, qui a affronté pendant longtemps, y compris quand elle avait été mère de famille. Elle a vu ses enfants, on l'avait accusé de pas avoir porté les enfants, etc. Ça avait duré assez longtemps. Et il y a eu Amanda Lear aussi, qui a dû affronter ça pendant très longtemps. Mais sur les politiques aussi, je veux dire, Michelle Obama, il y a des photos qui la montrent en homme. Ça suit l'histoire. En vérité, l'affaire Michelle Obama, ça suit l'histoire en vérité. De Brigitte Macron, ils ont profité. Il y a ça, et il y avait, je sais plus, il y a le premier ministre du Canada qui serait en vérité le fils du leader cubain Fidel Castro. Voilà, par exemple. Il y en a plein comme ça. Mais après, ça dit d'autres choses aussi. Ça, c'est parce que effectivement, c'est odieux et inacceptable de dénier à une personne, quelle qu'elle soit, son genre réel. Mais qu'est-ce que ça dit sur la façon dont on considère les transgenres? Parce que effectivement, ça veut dire quoi? Qu'elle est un monstre? Alors non, évidemment, Brigitte Macron est une femme. Oui, mais c'est pas la question. C'est dire quoi? C'est dire quelque part. En plus, c'est profondément transphobe. Voilà, c'est un monstre. Donc ça dit aussi tout le regard qu'on porte sur les personnes transgenres. S'il faut trouver une explication psychanalytique, je pense que ce n'est pas de la transphobie. C'est plutôt de la part de certaines populations une incompréhension sur qui est Emmanuel Macron, qui les a poussés à trouver une explication. En se disant, cet homme, on n'arrive pas à le comprendre, on ne sait pas qui c'est, il parle pas beaucoup de ses parents, etc. Il y a un côté très mystérieux, et donc, en règle générale, quand il y a un mystère, les gens essaient de trouver des explications simplistes. Mais je pense pas qu'à l'origine, ce soit de la transphobie en tant que telle. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est généralisé, même dans mes proches et dans ma famille. C'est une question qui m'est posée parfois, parce que là, je suis proche du couple Macron, donc, je dis, mais c'est pas possible que toi, tu crois ce genre de bêtises, mais même des gens effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de classe supérieure, et plutôt des gens instruits et tout ça, et qui se laissent avoir par ces espèces de fake news débiles qui circulent sur les réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment un cancer de notre société aujourd'hui, je ne sais pas comment on en sort. Jean-Baptiste, donc vous aviez un coup de gueule, un coup de projecteur, un avertissement. Oui, alors on va dire que je joue sans doute un peu les Cassandres, mais je pense que je joue pas les Cassandres. J'ai écouté Arnaud Rousseau qui était sur une matinale hier matin, président de la FNSEA, du principal syndicat agricole français. On va à l'automne devant des manifestations à l'identique de ce qui a pu se faire au printemps si rien ne bouge rapidement au niveau des décisions prises au niveau français et européen, parce que les manifs, on s'en souvient tous du printemps dernier et de l'hiver dernier, les agriculteurs qui ont bloqué partout. Il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris vis-à-vis d'eux. Et aujourd'hui, avec la dissolution, effectivement, ça a retardé la plupart des projets de loi qui étaient en cours. Il y avait une mission parlementaire sur la répartition de la valeur dans les secteurs, dans les filières agroalimentaires, qui a aussi été suspendue de fait de la dissolution, et les deux députés en charge n'ont pas été réélus. Donc il y a vraiment une impression de pas avoir été entendu, et surtout qu'on leur a promis des choses qu'on ne tient pas. Donc ça, je veux dire, la politique souffre suffisamment de ça, et le monde agricole, il est dans une situation hyper éruptive, parce qu'on a eu les pires récoltes de blé cet été depuis 40 ans. On a des secteurs d'élevage qui sont toujours dans des grosses difficultés. On a l'Europe qui est sur le point de signer l'accord avec le Mercosur, avec l'Amérique du Sud, sur des importations massives de viande qui vont déstabiliser toutes les filières d'élevage en France et en Europe si jamais cet accord va au bout. Donc il y a une situation hyper tendue. En plus de ça, vous avez au printemps prochain les élections des chambres départementales d'agriculture. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agriculture, ces élections des chambres d'agriculture, alors les chambres d'agriculture ont un rôle d'accompagnement des agriculteurs techniques, économiques, mais en plus, ça sert au financement des syndicats agricoles. Et c'est-à-dire que vous avez des syndicats populistes, on va dire. Alors, je ne les classifierai pas extrême droite ou extrême gauche, parce que parce qu'on a un syndicat majoritaire qui représentait jusque-là 99%, qui était à la présidence de 99% des chambres d'agriculture. Les dernières élections, ils ont perdu un certain nombre de changes au profit de la coordination rurale ou de la confédération paysanne, qui sont plutôt, on va dire, populistes de droite et de gauche, et d'extrême droite et d'extrême gauche. Et donc, on a les
des élections chambres qui arrivent au printemps, et donc les populistes, enfin les coordinations rurales, la Confédération paysanne, sont dans les starting blocks pour partir, et la FNSEA devra suivre, parce que sinon ils vont se faire détruire aux prochaines élections chambres et perdront des financements sur les 6 prochaines années. Donc je peux vous dire que l'automne va être excessivement chaud, quel que soit le ministre de l'Agriculture qui va être désigné la semaine prochaine par Michel Barnier. Donc avec des manifestations. Avec des manifestations monstres et avec des risques quand même de violence, parce que ils ont un peu l'impression d'être pris pour des cons. Ouais. Voilà, pour être très clair. Arnaud Stéphane. Il y a aussi un aspect dont on oublie assez facilement, c'est que ces élections des chambres vont être très importantes pour la représentativité aussi de ces syndicats agricoles, parce que quand vous avez plus de 50%, c'est vous qui signez tous les accords. Donc c'est sûr que si la FNSEA perd son immense majorité qu'elle a depuis des années, elle perdra aussi sa capacité de signer des accords pour tout le monde. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est vous avez parlé du Mercosur. Je comprends pas. Il y a quelques mois encore, on nous disait, vous inquiétez pas, on signera pas le Mercosur, la France s'y opposera. Ah ben la France s'y oppose, on est d'accord. Mais, donc la voix de la France ne porte pas, alors qu'on est la première agriculture européenne. Elle porte beaucoup moins qu'elle portait jusqu'à présent. Après les résultats des dernières élections européennes, je discutais ce matin avec Christiane Lambert au téléphone, qui est ancienne présidente de la FNSEA et maintenant présidente du COPA-COGECA, c'est-à-dire du plus gros syndicat agricole européen. C'est joli comme nom. COPA-COGECA, oui. Et elle disait que la voix de la France avait considérablement perdu en force au cours des dernières élections. Je veux dire, au niveau du Parlement européen, on a enlevé sur les questions agricoles les principaux connaisseurs des questions agricoles. Il y avait à l'époque, pour le groupe Renaissance, Jérémy Desserre, l'ancien président des GIA. Il y avait Anne Sander au PPE, qui était une très grande connaisseuse des questions agricoles, qui ne sont plus députés aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve vraiment avec une voix de la France très affaiblie à Bruxelles suite aux dernières élections. Donc, mais le président Macron a nommé un commissaire européen, Premier ministre, à Matignon. Oui, et ancien ministre de l'Agriculture. Ouais. Et ancien ministre de l'Agriculture. Donc là, souvent, vous êtes en train de dire que c'est Savoyard, ça suffit pas. À part donner les clés à Van der Leyen, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc ça montre quand même aussi, il faut savoir qu'Emmanuel Macron, il a donné son soutien à Ursula Van der Leyen pour qu'elle soit nommée présidente de la Commission. C'était tendu, c'était pas fait, elle était contestée. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il a dit non, mais vraiment, ça sera niette sur le Mercosur, ou est-ce qu'il a fait comprendre que ça pourrait passer? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Non, si, là pour le coup. Ou alors c'est que vous êtes en train de dire que votre président, en fait, n'est pas puissant, n'a pas d'intérêt, qu'il a tellement plus de capital politique. Il est quand même plutôt apprécié au niveau de, c'est pas mon président, c'est le président de la République française. Et d'autre part, il a une voix qui est écoutée à Bruxelles, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres pays qui souhaitent la signature de ce Mercosur. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, y compris les amis de monsieur Mélenchon, partout où ils sont proches du pouvoir, sont favorables à l'accord avec le Mercosur. Et donc, l'Italie aussi, de Mélanie. Donc la France est très isolée à s'opposer à cet accord-là, parce que c'est aussi le principal pays d'élevage de l'Union européenne, et on est vraiment en porte-à-faux par rapport à ça. Mais la position d'Emmanuel Macron au début, elle n'était pas celle-là, mais depuis 2019, il n'a pas varié. Il s'oppose au Mercosur, mais tout seul, c'est compliqué. Et l'Union européenne, c'est pas que la France. On marque une pause, c'est la pub, et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous et nous commentons l'actualité. Donc on a parlé de cette... donc vous prévoyez des manifestations importantes dans les mois, dans les semaines qui viennent. Moi je voudrais qu'on parle du refus d'obtempérer, parce que c'est un sujet qui me rend dingue, qui dit beaucoup de choses de notre société, parce que je sais pas, tous autour de la table, quand on se fait arrêter par un policier, on s'arrête, on s'en va pas. Et donc hier, nouveau refus d'obtempérer, nouveau mort suite à un délit de fuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution? Déjà, faut poser le problème là où il est à 225 000 par an. Oui, c'est un toutes les 20 minutes. C'est complètement hallucinant. Il y en a 4 000 de graves, plus de 4 000 de graves. Et puis, vous êtes confronté à une réalité. Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas? Un, il y a le refus de l'autorité, pourquoi je m'arrêterais? Deux, c'est parce que les gens ont des choses à se reprocher, la consommation d'alcool, souvent la consommation de drogue. Ouais. Et puis, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plus d'1 million de personnes qui conduisent sans permis en France. Donc s'ils se font arrêter, c'est très grave. Ça, plus l'absence d'assurance, vous multipliez les cas. Quelquefois, ils s'accumulent d'ailleurs. Il y a la drogue, plus... Sans permis, ils sont souvent sans l'assurance. Plus sans l'assurance.
Et puis vous avez un autre problème qui concerne l'organisation des contrôles par la police. La police n'est pas fautive, sauf qu'elle obéit à des règles qui sont trop anciennes. Le texte qui explique aux policiers quels sont les gestes, le terme sont les gestes à pratiquer pour les contrôles routiers, date de 1968. Voilà, et il explique les gestes. Donc on est resté sur le policier, le gilet orange, le bâton lumineux, mettez-vous sur le côté, etc. Ça va être revu, ça va être remis en place, mais évidemment, on n'est plus du tout dans le même monde qu'en 1968, où la peur du gendarme était très effective. Ceux qui ne s'arrêtaient pas, c'était vraiment très grave. Aujourd'hui, on est à 225 000, il faut passer à autre chose. Mais c'est sûr que c'est endémique. Mais si vous ne posez pas le problème de savoir pourquoi vous avez plus d'1 million de personnes, parce que le livre qui s'appelle 1 million de personnes sans permis date d'il y a 20 ans. Donc on est à plus d'1 million de personnes qui roulent sans permis. La consommation de drogue, les médicaments, etc. Les excès de vitesse. Et les excès de vitesse. Ça coûte les accidents de la route, l'insécurité routière, ça coûte 2 points de PIB par an, la France. Bien sûr. 70 milliards d'euros. Mais hier, donc, les policiers ont tenté de rattraper la berline allemande qui était en train de matriculée en Pologne, certainement. Et donc, les policiers ont perdu la voiture de vue et elle a percuté un livreur ces livreurs de nourriture, et il est mort. Le jeune qui était sur son scoot, Pascal Bataille, sur ces délits de fuite. Quelle solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que ça part de très loin, effectivement. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste. Certainement revoir la pratique policière sur la façon d'intervenir. Revoir peut-être aussi les causes qui font qu'on perd son permis peut-être trop facilement aujourd'hui, depuis longtemps en France. Pascal, mais vous avez combien de points ? On peut le perdre pour des petits... Moi, il m'en reste 6 des points. Quand vous faites beaucoup de kilomètres par an, c'est sûr, quand on est intramuros, c'est pas un problème. Moi, je fais plus de 50 000 km par an. Je peux vous dire que les points, ça défile vite. Il faut pas hésiter à le dire. Autant il y a des infractions graves, autant on peut perdre un point plus un point avec des toutes petites excès de vitesse. Il y a un retour du permis blanc. Le permis blanc revient quand même. Ça c'est une bonne chose. Mais et puis surtout et avant tout, je pense rétablir le sens de l'autorité et le respect de l'autorité, mais ça part. C'est un peu foutu. Ça part de la petite section de maternelle et c'est un gros travail. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là. Moi, je souscris à ce qui a été dit sur la logique d'ensemble. Je dirais qu'il y a un autre phénomène aussi dont on n'a pas parlé. C'est ceux qui font du refus d'obtempérer une mode. Donc, on voit aujourd'hui sur TikTok, sur Snapchat par exemple, dans certains quartiers, des jeunes, souvent qui ont justement 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui se filment en selfie, mais vraiment en train de se moquer des policiers, en train de les défier et de montrer comment justement eux, ils font un refus d'obtempérer. Donc ça, c'est un cas qui s'est développé ces dernières années, qui est extrêmement dangereux et qui est explosif, parce que c'est le cas qu'on a connu aussi avec l'affaire Naël. Alors c'est un peu différent, mais c'est dans le même modèle, c'est-à-dire que c'est devenu un défi, et donc c'est ce qui fait aussi que dans des quartiers comme à Marseille par exemple, consigne est donnée aux policiers de ne pas poursuivre. Donc aujourd'hui, ils vont recevoir justement un appel de la centrale qui va leur dire ne poursuivez pas ce véhicule parce que ça peut derrière créer des accidents, etc. Et donc aussi, au nom des problématiques dans le cas des refus d'obtempérer où il peut y avoir effectivement des civils qui meurent, on ne peut plus lutter contre la délinquance, on ne peut plus lutter contre le trafic de drogue, et ça, ces jeunes-là le savent. Oui, parce que le refus d'obtempérer, je suis pas sûr que ce soit ceux qui perdent 1 ou 3 points sur des petits excès de vitesse, ou même pour l'alcool, où ils sont obligés de prendre. Moi, j'ai eu le cas récemment où j'essaie d'intervenir, quelqu'un qui avait fait la fête, il a bu, il n'aurait pas dû, il s'est fait piquer son permis, il fait de l'entretien d'espace vert, il est à son compte, il sait pas comment il va bosser dans les 6 mois qui viennent. Mais c'est bien fait pour sa gueule, pardon de dire ça, je supporte pas ce discours-là. Non, mais je suis d'accord. Je veux dire, oui, on peut tous boire, on peut tous faire des conneries, mais il y a un moment, vous réfléchissez aux conséquences de vos actes. C'est pour ça que le retour du permis blanc, c'est quand même pas mal pour au moins qu'il puisse aller travailler, qu'il puisse pas prendre sa voiture pour qu'il soit puni. Et évidemment qu'on n'a pas à conduire en état d'alcoolémie, c'est inadmissible, surtout que ça provoque pas mal
mal d'accidents. Donc c'est bien sûr, mais c'est pas ceux-là qui font des refus d'obtempérer. Hein. Il faut que les choses soient claires. Hein. C'est souvent des délinquants qui ont beaucoup plus à se reprocher parce que franchement, un refus d'obtempérer, les conséquences sont bien plus graves que juste perdre son permis pour 6 mois. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est un peu tout ça dans la société. Oui. Ce matin, excusez-moi, le monde à sa fenêtre, mais je viens de déposer une de mes filles à l'école. Je reviens sur le chemin. Les mecs en trottinette électrique sur les trottoirs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire au bout d'un moment? Cette mode aussi, tout le monde en sens contraire dans les rues, dans les métropoles. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. Et vous avez ça, plus ce que dit Eric est tout à fait juste. Cette mode en plus de défier la police pour défier la police. Mais en même temps, il y a pas de suite. Non, il y a rien. Qu'est-ce qui se passe pour le monsieur là, que j'ai vu ce matin, ou les 2 ou 3 qui étaient à fond en trottinette électrique sur les trottoirs? Rien. Mais comment ça se passe ailleurs, vous qui circulez beaucoup dans le reste du monde, aux États-Unis? Il y a des délits de fuite. Comment ça se passe? Ils se font tirer dessus? Non. Aux États-Unis, on a vu les images. Ils se font tirer dessus. S'il y a un manifestant illégal qui commence à bloquer une voiture, il y a le flic qui débarque. On se rappelle cette image il y a 6 mois face à des activistes écolos, où il y a le pistolet qui leur a braqué dessus. Voilà. Et eux, c'est pas comme en France où systématiquement, le policier, de toute façon, il risque aussi de se retrouver avec une enquête de 6 mois. Ça veut pas dire qu'il faut aller sur le modèle des États-Unis. Ça veut aussi dire que quand je parlais de ces populations qui défient dans certains quartiers la police, moi étant allé beaucoup, Mauritanie, les pays du Maghreb, etc., dès qu'on voit un policier, ça déconne plus. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir peur de se faire tirer dessus pour devoir respecter l'autorité. Vous allez en Suisse, les policiers vont pas vous tirer dessus. C'est la Suisse. Au Liechtenstein aussi. Bien sûr. Excusez-moi. Oui, mais c'est quoi si pour ne pas fuir, il faut avoir peur de se faire tirer dessus. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez vous faire tirer, je dis pas qu'il faut le faire, mais j'ai expliqué qu'il fallait pas copier. En revanche, c'était pour donner un élément. En revanche, ce qui est intéressant quand on regarde les pays du Maghreb, parce que aussi dans certains quartiers, ce sont des populations qui sont d'origine immigrée de ces quartiers-là. Ce sont des endroits où ils sont habitués justement à être vraiment gérés par une police extrêmement ferme. Donc lorsqu'ils débarquent en France, forcément, ils se disent c'est bon, c'est la fête. Donc c'est ça aussi, c'est que on importe aussi une violence. On a vu des images quand même de ces jeunes qui reviennent en vacances au Maroc. Ils ont fait n'importe quoi. On a vu ça pendant tout l'été. Ils se filmaient. La population marocaine n'en pouvait plus. Ils faisaient n'importe quoi sur les routes. Il y a ça, mais on donnait des exemples. Mais il y a d'autres pays européens où c'est extrêmement ferme. Je veux dire, personne. On parlait avant l'émission de l'Espagne. Oui. Enfin, je veux dire, si vous êtes déjà fait arrêter un contrôle de routier en Espagne, ça rigole pas. Non, que ça soit la Guardia Civile, la Police Nationale, ou même le Mosso d'Esquadra en Catalogne. Enfin, je veux dire, vous arrêtez tout de suite. Et les Russes aussi, alors qu'ils ont un problème d'alcoolémie. Donc c'était c'est-à-dire que les Russes sont connus pour avoir un côté agressif, en tout cas sur une partie des gens, et ils ont des problématiques que nous on a en France aussi, la conduite sous alcool. Ça veut pas dire que tous les Français sont alcooliques, mais ce que je veux dire, c'est une population complexe à gérer, et la police du coup elle est extrêmement ferme vis-à-vis de ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a un moment, il faut quand même qu'il se passe quelque chose, c'est ça le problème c'est quoi? C'est que, vous savez, depuis les 25 dernières années, la seule chose qui a marché dans ce pays, c'est le plan de Chirac sur la sécurité routière. Moi, ça me démoralise quand même. Le seul truc, c'est que demain, la répression. Les policiers va falloir les mettre juste, ça va être le sujet numéro 1 matin, midi et soir, ça va être effectivement la conduite, la route, etc. On est passé de 15 000 morts à 3 000 morts, c'est pas mal quand même. Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'aussi ça va occuper tous nos moyens, ça va occuper nos forces de police, nos forces de l'ordre, etc. Et c'est un problème qui fait que derrière, il y a le trafic de drogue, il y a tous les autres éléments qui perdurent. 6 millions de journées d'arrêt de travail par an. Bien sûr. Ce qui se passe sur la route en France, c'est pas possible. C'est impossible. On se retrouve dans un instant après la pause pub. Tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue nos débats. Faut-il un secrétariat d'État à la condition animale? C'est encore un sujet qui va vous passionner, ça va me mon plaire, cher Jean-Baptiste Moreau. C'est une demande qui a été faite plus précisément par Jean-Charles Fonbonne, qui est le président de la SPA. Il dit on lui demande une petite place pour la protection animale, pas forcément un ministère, mais un secrétariat d'État ou un sous-secrétariat
sous-secrétariat d'État, un commissaire, et il dit que c'est un sujet qu'il faut aujourd'hui prendre en compte parce que la quasi-totalité de nos concitoyens attachent une importance considérable à la condition animale. Non, mais moi j'ai pas de souci avec ça. C'est une demande récurrente qui revient à chaque remaniement quasiment de la part de ces ONG. Le seul sujet, c'est qu'est-ce qu'on entend par condition animale. Si c'est sur les chiens et les chats, bon, pourquoi pas. Hein. Mais sur l'élevage, à ce moment-là, moi je demanderais que ce soit un éleveur qui soit à la tête du secrétaire d'État à la condition animale, parce que c'est les plus impliqués dans la préservation de la santé de leurs animaux, contrairement aux âneries qu'on entend notamment de la part, alors pas forcément de la SPA, mais d'un certain nombre d'autres ONG, où on est dans l'anthropomorphisme le plus parfait, où on considère l'animal comme un homme, comme un autre. Non, mais on peut pas nier qu'il y a des dérives parfois dans certains abattoirs. Et il faut les condamner. Mais, dans certains abattoirs, pour en avoir parlé avec... D'accord, oui, c'est L214, mais L214, ce qu'ils veulent, c'est la fin de tout élevage, quel qu'il soit et où qu'il soit. Et oui, il y a des dérives dans les abattoirs, il faut les condamner, il faut fermer les abattoirs qui dysfonctionnent, mais il faut arrêter de faire penser que ça serait 99% des abattoirs qui fonctionnent comme ça. C'est 0,01% des abattoirs. Non, et il faut le condamner. On parle de l'abattage rituel, on parle de... Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, parce que c'est le bien-être animal. Si, c'est un autre sujet. Cachez-moi cette chose que je ne veux pas voir. On peut interdire l'abattage rituel en France, pas de problème. On apportera la viande des autres pays européens qui continueront à faire l'abattage rituel. L'abattage rituel, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, l'étourdissement j'étais président d'un abattoir, donc je connais bien le sujet, était simultané à l'égorgement, jusque dans les années 2010, au moment où le RN a fait le scandale sur l'abattage rituel et l'abattage halal, où là, effectivement, les religieux se sont emparés du sujet et ont dit, puisque vous voulez revenir et interdire l'abattage rituel même avec étourdissement, nous on revient aux sources de l'abattage rituel sans étourdissement et on demande le sans étourdissement, et c'est à ce moment-là que les islamistes ont mis la main sur un certain nombre d'organisations qui valident l'abattage halal. Ça, c'est un autre scandale, que les frères musulmans, ils sont très impliqués dans l'abattage halal. C'est un mode de financement d'ailleurs de leurs officines. C'est ce qu'il faut savoir, mais ça, tout le monde s'en fout, ou à peu près. Mais dire comme ça, on va interdire l'abattage rituel en France, oui, on peut le faire, pourquoi pas. Sauf que ça veut dire qu'on va détruire des outils d'abattage et qu'on apportera la viande abattue dans des conditions catastrophiques ailleurs en Europe ou dans les pays du Maghreb. C'est tout ce que ça fera. On n'aura rien amélioré à la condition animale. C'est ce que je condamne. Si vous voulez, la condition animale en France, elle est déjà beaucoup prise en compte par rapport à la plupart des pays d'où on importe de la viande. Il faut aller voir les élevages au Brésil ou en Argentine. C'est pas les éleveurs français. Il y a le sujet, ce qu'évoque Jean-Charles Fonbonne, c'est aussi les condamnations qui ne sont pas suffisantes pour ceux qui martyrisent les animaux, ceux qui s'amusent à acheter des chats. Bien sûr, mais ça, évidemment, ça, on peut être que d'accord là-dessus. Oui. Il n'y a pas que ça. J'imagine aussi dans le sous-titre qu'il faut voir, c'est que par exemple vous avez un problème. On en revient toujours, pas un tropisme quand même, mais enfin, on en revient quand même à ces territoires perdus de la République où les gens élèvent des animaux, mais dans quelles conditions? Et puis surtout, vous commencez à avoir un problème avec de développement endémique de certaines catégories, par exemple les chats. C'est-à-dire que les chats ne sont pas stérilisés, oui. Notamment en banlieue. Ils ne sont pas stérilisés et vous vous retrouvez avec des territoires où il n'y a plus d'oiseaux. Parce que les chats les ont tous mangés, et vous vous retrouvez avec d'autres problèmes. Et ça devient aussi un problème écologique, oui. Ça devient aussi un problème de sécurité. Vous avez des chats et des chiens abandonnés. Enfin, et puis je suis conseiller municipal d'une commune rurale, ça revient à la mairie au final de finir par castrer les chats, c'est-à-dire de les attraper avec ses employés communaux et de les faire castrer. Et c'est un coût pour la collectivité qui est non négligeable, pour des gens qui ne... Très très dur. Pascal Bataille, la condition animale. La condition animale, évidemment, c'est un vrai sujet, qu'il y ait un monsieur ou madame conseiller condition animale au sein du gouvernement ou nommé par le gouvernement, très bien, mais effectivement le sujet en lui-même mérite beaucoup de travail, et on vient de voir dans les différents intervenants que il y a des sujets où il faut préserver davantage le bien-être des animaux, il y a aussi des sujets où il faut peut-être préserver un peu plus le bien-être des hommes et de la société et de certains animaux au détriment d'autres. Donc c'est pour dire quoi et c'est pour faire quoi. Je pense qu'il faut... Le risque, c'est de se retrouver avec des normes encore partout. Voilà, c'est ça. Mais ce que je dis, ce que je répète, c'est qu'il n'y a pas un éleveur qui maltraite sciemment ses animaux. S'il y a une maltraitance animale, c'est qu'il y a une maltraitance humaine avant, c'est que l'éleveur est dans une situation catastrophique, et 99,9%, il n'y a pas un élevage où il y a de la maltraitance qui n'a pas un problème avec l'éleveur en lui-même, qui est lui-même est dans un état catastrophique. Il y a quand même certains sujets sur l'élevage intensif
de certains types d'animaux, la volaille, etc. Les porcs, oui, mais sachant qu'on a des normes de production en France et en Europe qui sont bien supérieures aux autres, et sachant qu'il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme non plus. Bien sûr qu'il faut que l'animal soit dans une condition de vie la plus proche possible, on va dire, et de son bien-être. Mais de toute façon, un animal qui est en situation de mal-être, économiquement, si on est cynique et qu'on parle que d'économie, ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Un animal qui est mal, de toute façon, économiquement, l'éleveur ne s'en sortira jamais parce que la production, elle sera pas au niveau où elle doit être. Mais par contre, l'interdiction de l'élevage ce qu'on appelle hors sol en France, c'est juste en fait déporter le problème et on va importer la viande pas chère. Pourquoi il y a l'élevage hors sol s'est mis en place? Parce que ça permet de produire de la viande pas chère, du poulet, du nuggets et compagnie. Hors sol, ça veut dire qui sont dans les cages. Qui sont dans des bâtiments et qui sortent pas forcément. Je pense aux volailles et aux porcs notamment. Eric. Alors déjà, ce que ça dit, c'est que l'animal est devenu un sujet politique. Bien sûr. Pas qu'aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure avec justement les chats de Trump, etc. Ça en dit long aussi sur le sentiment de solitude de plus en plus de Français, notamment chez les personnes âgées. Aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus que leur animal de compagnie, qui a remplacé le service public, qui a remplacé aussi l'infirmière qui pouvait prendre du temps, ou le médecin généraliste qui pouvait prendre du temps pour parler aussi. Les enfants et les petits-enfants aussi. Beaucoup de personnes peuvent aller voir chez le médecin juste parce qu'ils sont en état de solitude et ils veulent pouvoir en parler. Effectivement, les enfants qui ont été obligés de partir à la ville parce qu'il y a plus d'emplois dans certains territoires ruraux, et c'est la raison pour laquelle l'animal est devenu de plus en plus politique. Et on l'a vu justement avec une Marine Le Pen. Au début, beaucoup se moquaient d'elle en disant en chat, etc. Elle avait son père déjà, avec Madame Lindbergh, la petite fille du célèbre aviateur américain, qui avait fait toute une politique sur la protection animale déjà de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Ouais, totalement. Et Marine Le Pen, en fait, finalement, on a réalisé que ça lui apportait beaucoup de choses, pas parce que c'était de la communication, mais parce que ça parle vraiment aux gens. Et c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose où les gens retrouvent une forme d'humanité, peu importe d'ailleurs moi j'ai un chat depuis quelques temps, j'aimais pas du tout les chats avant, et effectivement je comprenais pas cet argument politique des gens qui ont des chats, etc. Moi Marine Le Pen ça m'amusait aussi, et en fait depuis que je me balade avec mon chat dans le métro, les gens s'arrêtent, ils vont être sympas, etc. Vous dans le métro. Donc c'est beaucoup plus agréable que quand les gens me reconnaissent et m'insultent. Et donc là on peut parler du chat. C'est moins grave que Dali avec son lézard. C'est un moyen aussi c'est le seul moment dans les transports ou autres où les gens peuvent casser la glace et s'exprimer. Donc je trouve que ça en dit long sur cette dimension de l'animal de compagnie. La condition animale, c'est quelque chose d'important, mais ça recouvre tellement de sujets différents entre les animaux de compagnie et les animaux ce qu'on appelle les animaux de rente. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est la vérité des animaux d'élevage, disons. Qu'il faut pas tout mélanger et il faut surtout pas de dogmatisme sur ces questions-là et traiter les choses de façon scientifique et de façon froide et posée, et pas uniquement dans l'émotionnel, parce que sinon on va faire n'importe quoi. Oui, parce que qu'est-ce qui nous autorise à stériliser un chat plus qu'à mettre un poulet dans un élevage en batterie? C'est la règle pour les chats, doivent, sauf pour les chats de race, mais si on va au bout de l'animalisme, on n'a pas le faire. Mais qu'est-ce qui fait moralement qu'on n'a pas le droit de stériliser un chat que de mettre de poulet dans bien sûr. C'est intéressant ce que disait Arnaud tout à l'heure sur effectivement certains quartiers où ça part à volo, etc. C'est qu'on est aussi dans un pays où il y a des gens, en fait, ils pensent qu'ils peuvent prendre un animal comme ça, et après, ils s'en occupent plus. Moi, j'étais en Afrique du Sud au mois de juin, ils ont le même phénomène. Quand on parlait des autres pays étrangers, en Afrique du Sud, on sait, il y a des singes partout, etc. Donc les gens, ça les amuse, ils prennent le singe à la maison, ils vont prendre le lion, etc. Ils les habituent, ils leur donnent du yaourt, et ensuite, en fait, il est complètement déconditionné, la situation, et du coup, ça fait que il y a des agressions qui sont obligés de les enfermer dans des eaux, qui peuvent plus vivre, en fait, dans la nature. Alors qu'aussi, on est dans un pays civilisé, il faut que les gens, ils suivent quand même des règles, parce qu'il y a des gens qui les ont établis, etc. Et c'est pas juste je prends et après je rebalance. Ce qui est en train de se passer avec les chiens d'attaque, les Malinois, on a vu un article dans le Parisien hier de ces chiens qui vont être abandonnés après les Jeux Olympiques parce qu'il y a eu beaucoup de maîtres chiens. Ça c'est un vrai scandale. Moi je vous parlais de l'Afrique du Sud, j'ai visité justement aussi des réserves où ils récupéraient tous les lions, les tigres, etc. de Hollywood, Bollywood qui venaient faire leurs films. Donc ça veut dire que nos enfants ils regardent des films très beaux, le Roi Lion, etc. Mais ils réalisent pas qu'après, le pauvre lion, il est dans une cage pendant 30 ans parce qu'en fait, on l'a utilisé, on l'a justement déconditionné. On n'a pas de réponse. Est-ce qu'il faut un monsieur ou madame protection animale ça fera un poste pour quelqu'un. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend comment. Et voilà, l'homme à sa place, l'animal à sa place. Il ne faut pas traiter l'animal comme un homme, ni l'homme comme un animal. Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui a évoqué une ère nouvelle avec un parlement. Oui, il a 2 chiens même. Oui, Nemo notamment et un lévrier. Un lévrier qui lui a arrivé récemment. On n'a jamais ce président qui avait des chats, non? Non. C'est surtout des chiens. Des chiens, mais je vous conseille le livre de Lucas Jakubowicz, Un animal pour les gouverner tous. C'est un livre dans lequel il s'est intéressé justement c'est Blofeld, aux différents présidents dans le monde qui ont eu des animaux, la fascination des zoos pour les dictateurs et autres. C'est passionnant. Ça s'appelle Un animal pour les gouverner tous. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de cette ère nouvelle et d'un nouveau compromis évoqué par Emmanuel Macron. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On revient à la politique avec Emmanuel Macron qui a évoqué une ère nouvelle et il appelle à des compromis. Tout cela pour dire qu'il réfléchit à introduire une dose de proportionnelle. Donc là encore, comment, de quelle manière est-ce que c'est une bonne chose, Éric Tegner, cette inclination à vouloir transformer le mode de scrutin? Alors, la proportionnelle, ça veut absolument rien dire, parce que ça dépend du mode de scrutin qu'on choisit. Est-ce que c'est une proportionnelle intégrale au niveau national, ce qui obligerait du coup à faire un redécoupage des circonscriptions, etc. Donc c'est quand même extrêmement compliqué, il peut y avoir du bidouillage. Et démocratiquement, ça serait une catastrophe au niveau de la participation au vote. Moi, je viens d'un territoire, j'étais élu député de la Creuse pendant 5 ans. Je peux vous dire que si vous avez une liste proportionnelle à la proportionnelle avec des gens qui sont pas forcément issus du territoire, vous allez avoir des taux de participation qui vont être ceux des européennes, c'est-à-dire qu'ils vont tomber à 40%. C'est ce qui explique que s'il y avait une proportionnelle intégrale, il faudrait rétablir le cumul des mandats. Ça, c'est quelque chose que certains élus sur la Creuse, il n'y a qu'un seul député, donc ça va être vite fait la liste. Finalement, c'est une liste uninominale, mais la proportionnelle intégrale, elle peut être la proportionnelle intégrale. Moi, j'y crois pas et je pense qu'elle est pas souhaitable. Après, il faut effectivement, comme le disait Éric Tegner, c'est les proportionnels avec fait majoritaire, comme ça se passe en Allemagne. C'est-à-dire que parce que sinon, vous allez arriver au délire de la 4e République ou de ce qui se passe actuellement avec aucune majorité claire et donc une ingouvernabilité et donc ça finit par affaiblir le Parlement au final. Mais si on prend le projet de 2018, avant que l'affaire Benalla tue la réforme institutionnelle de Macron, c'était simplement une petite dose justement de proportionnel, 60 députés élus. Finalement, c'est un peu bizarre parce que vous vous retrouverez avec des partis qui vont essayer d'être très radicaux parce qu'ils vont tenir un discours national. Il y a ceux qui sont au niveau local, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi pourquoi, par exemple, le Rassemblement national pousse la proportionnelle, alors qu'en fait, s'il y a la proportionnelle, ils n'auront jamais la majorité. On a bien vu pour un législative, le vrai problématique, c'est la question des 2 tours, en fait. C'est d'abord ça le sujet. Donc il y a un aspect un peu démago dans le fait en tout cas de la part d'Emmanuel Macron, de dire voilà, la proportionnelle c'est possible. Moi, j'y crois pas vraiment. Il y en a qui vont s'y opposer. Le MoDem, par exemple. Moi, le MoDem, je comprends pas. Le MoDem, il pousse la proportionnelle. Aujourd'hui, c'est une proportionnelle. Le MoDem, ils sont morts. Il y a des choses, le Rassemblement national, si la proportionnelle, moi les seuls que j'entends qui sont contents, c'est Reconquête. Donc ça pousserait justement à une explosion du bloc national. Alors qu'aujourd'hui, si les gens vont au Rassemblement national, ce qu'ils savent que de toute façon, il y a des problématiques du scrutin. Après, il y en a qui vont vous dire qu'il y a de facto un phénomène de prime majoritaire, même si vous faites 40%, parce qu'il y a des seuils d'accès à 5%, etc. Tout ça pour dire aux auditeurs qui peut-être comprennent pas tout, c'est qu'en fait, ça dépendra au bout du compte de ce qui sera décidé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Autant à Paris, vous connaissez pas votre député, vous en foutez à peu près. Autant dans les zones, dans les territoires ruraux, le député, c'est un super élu local, quoi. Donc les habitants, ils ont besoin de savoir qui c'est, de le voir, qu'il soit physiquement présent sur le territoire, et s'il l'est pas, ils n'iront plus voter pour leur député, parce que ça les intéressera plus, quoi. Non, il faut garder absolument l'ancrage local, bien évidemment, des représentants au Parlement et notamment à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est quand même possible avec une certaine forme de proportionnel. Je rappelle qu'on a eu quand même la proportionnelle entre 86 et 88 avec Chirac, et que c'était un Parlement qui était tout à fait gouvernable pour autant. Bien sûr. Et que peut-être que la proportionnelle, alors tout dépend effectivement, comme le disait très bien Eric, de la dose, de la forme, etc. Parce que proportionnel, ça peut recouvrir beaucoup de choses, mais peut-être qu'il faudrait apprendre un peu en France aujourd'hui l'art du compromis, l'art de la négociation, l'art de savoir être un peu moins rigide sur ses principes et de pouvoir entendre la parole de l'autre et de s'entendre sur le meilleur dénominateur commun pour le pays. Ouais.
Mais pourquoi la proportionnelle, c'est un serpent de mer Kekoshim, c'est-à-dire qu'à force de sortir de l'eau et de disparaître, il commence à être un peu fatigué. Et c'est vrai que c'est au moment où le Rassemblement national le demande le plus, c'est là où le système majoritaire à 2 tours lui permet de pouvoir s'en libérer et d'avoir potentiellement des majorités. Il faut regarder ce qui s'est passé au soir du premier tour. Le RN perd, je crois, dans un peu plus de 300 circonscriptions. Il y avait plus de 300 circonscriptions où le RN était sorti en tête et pouvait l'emporter. 300 circonscriptions. S'il n'y a pas de front républicain, il y a une majorité absolue du Rassemblement national. Cela dit, je calme un peu ce que je dis aussi parce que il y a eu des projections qui ont été faites, pas simplement par le Rassemblement national, de toute façon ils savent pas les faire, mais par des instituts de sondage. S'il y avait eu une proportionnelle, le Rassemblement national était autour de 280 députés quand même à la proportionnelle. Donc voilà. Après, en effet, Eric a raison. Qu'est-ce que ça veut dire la proportionnelle ? Si c'est une proportionnelle intégrale comme en Italie, ça veut rien dire. Généralement en France, on bloque à 5%. En Italie, c'est 1%. Vous avez un élu. Ou en Grèce ou dans d'autres pays, ils sont revenus en arrière depuis. Où vous avez un système à l'espagnol un peu compliqué par région. Après, il y a le système régional. Il y a le système départemental. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Puisqu'on sait, aujourd'hui, il y a aussi une demande de réforme de la carte électorale en France, puisqu'on est parvenu dessus, et que vous avez une surreprésentation de certains départements par rapport à d'autres, parce que ça n'a toujours pas évolué par rapport aux populations. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais de toute façon, la France est malade de quelque chose, c'est que les gens votent trop, en fait. Parce qu'on a beaucoup voté quand même. On a quand même beaucoup voté. Trop souvent, pas trop, parce que les Français votent pas trop. Avec une culture politique qui est peut-être pas à la hauteur des enjeux nationaux. Les gens ne savent pas forcément ce que fait un député. Par exemple, ils sont persuadés que c'est un super conseiller super maire souvent. Super maire. Alors pas du tout. En fait, il est élu de la nation, il n'est pas du tout élu de son département en vérité. Voilà. Et puis quelles sont ses missions ? Pendant longtemps, il y a des fantasmes sur ce qu'il gagne, sur ce qu'il fait, sur. Je me rappelle d'une polémique quand j'étais assistant parlementaire qui était sur la réserve parlementaire. Les gens étaient persuadés que les députés recevaient un camion de la Brinks avec une mallette de 80 000 € qu'on déposait sur leur bureau et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors qu'en vérité, c'est un cauchemar administratif absolument total. Enfin voilà. Donc il y a une culture qui n'est pas là. Et surtout, les Français, parfois, sont pas au rendez-vous des votes. C'est bien une participation à 60 ou 65%, ça reste quand même loin de ce qui se passe pour l'élection présidentielle où, comme par hasard, les gens voient qu'il y a quand même un enjeu. Donc il y a la représentation personnelle de l'enjeu d'une campagne fait que ça dépasse. Non mais il y aura peut-être réfléchir à l'obligation de vote comme en Belgique. Non mais il y a un travail à refaire sur les circonscriptions et sur la représentativité parce que, enfin, un titre d'exemple assez simple. Moi, avec le nombre de voix que j'ai fait au mois de juillet, j'arrive 4e au premier tour. Je suis élu dans Seine-Saint-Denis avec exactement le même nombre de voix au premier tour. Enfin voilà, donc pour montrer, on est certes bien d'un territoire peu peuplé, mais ça vote. Et il y a beaucoup d'inscrits. Et pourquoi aussi ? Parce que il y a des départements où c'est beaucoup d'étrangers. Aussi sur le cas de la Seine-Saint-Denis, ce qui est noté, il y a beaucoup de monde, mais en fait c'est énormément d'étrangers. Donc effectivement, donc la représentativité, il y aurait à redire aussi. Mais c'était intéressant. J'avais lu cette réflexion dans le Canard enchaîné, je crois. C'est Manuel Valls qui m'avait pointé la première fois la chose. Où ils expliquaient cette problématique. Après, il ne faut pas se tromper. Le problème actuel, c'est qu'on veut faire, comme disait Pascal Bataille, des coalitions. Il faut être capable de faire du compromis, mais toujours sans le Rassemblement national. Et donc, on essaye de faire croire qu'une réforme institutionnelle changerait ça. Ça ne changera rien. Le vrai problème aujourd'hui, ils sont désavantagés, le RN, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ils le sont, mais le vrai problème, c'est que ça sert à quoi de se dire on va mettre des scrutins pour que les gens puissent apprendre à travailler ensemble, etc. Si de toute façon, le Rassemblement national, on cherche toujours quand on a la fièvre, on casse pas le thermomètre, ça nous soigne pas. C'est un problème de fond. Donc là-dessus, peut y avoir des logiques. Certains ont dit, par exemple, d'interdire la possibilité de se retirer pour le deuxième tour, parce qu'il faut clarifier avant le premier tour. Ça peut être d'avoir justement un scrutin uninominal à seulement un tour. Comme en Angleterre. Parce qu'en fait, c'est d'éviter les combinaisons. Et bien ça, sûr. On le voit bien, le problème de Barnier à Matignon, c'est quoi ? C'est qu'on a vu un Macron qui disait face au RN, je suis prêt à bosser avec LFI.
Et d'un coup, une fois que c'est bon, ils ont sauvé leur poste, parce que les grands gagnants, c'était quand même les députés marcheurs de cette alliance. D'un coup, ils mettent Barnier, qui est quand même sous perfusion du RN. Et c'est ça qui crée le désaveu chez les Français. Les Français qui comprennent pas. On les trompe en permanence. Oui, il y a ça, et puis l'insincérité d'une partie de la classe politique. Je pense pas particulièrement à LR. Arnaud Stéphane. LR, pendant des années, pas du tout, on ne travaillera jamais avec Macron, ça n'a rien à voir, nous sommes différents, nous avons des différences. Et là, ils sont tous, comme à la Sécu, ils prennent leur ticket pour attendre de rentrer au gouvernement, puisqu'ils ont autorisé, lors de leur réunion, là, il y a quelques jours, le fait de pouvoir participer au gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a une véritable insincérité. Puis c'est une insincérité qui date pour les forces de droite et les forces de gauche, qu'on appelait le vieux monde, de toujours faire le contraire de ce pourquoi ils avaient été élus. Voilà. Mon ennemi, c'est la finance. Derrière, loi El Khomri, etc. Et surtout de ne pas travailler sur le fond des idées, de se contenter de 3 mesurettes pour faire campagne, et derrière... J'ai quand même l'impression que le plafond de verre dont parle Éric, il est en train de se fissurer de plus en plus par rapport au RN. Alors il y en a peut-être un qui est en train de se recréer par rapport à LFI, c'est autre chose. Tant que la gauche sera alliée avec LFI, elle ne reviendra jamais au pouvoir, ça, on est d'accord. Mais je ne suis pas aussi persuadé que vous, Éric, que ça puisse pas se faire aujourd'hui, de travailler avec certains élus du RN, comme il faudrait aussi aller travailler avec certains élus de la gauche, bien sûr. Mais là, on a régressé quand même. Le Front républicain était beaucoup plus violent, ils n'ont eu aucun poste à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que la diabolisation de LFI, elle est entre guillemets intéressante parce que ça permet de rééquilibrer, parce que diaboliser tout le temps le RN, si on veut équilibrer, soit on dédiabolise le RN, soit on diabolise quelqu'un en face. Mais dans les faits, c'est pas sain de diaboliser, parce que qui que ce soit. Oui, je suis content qu'il y ait de logieux, etc. Parce que au moins on voit la réalité aussi du pays. Merci. On voit la réalité démographique du pays aussi, des choses qu'on cache en permanence. C'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end à tous. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera là avec vous. 2 heures d'Alexis Poulain à suivre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.